Let's Yo go. les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un troisième épisode de podcast où on va parler justement de prendre du muscle et de perdre du gras. C'est vrai qu'on entend souvent sur les réseaux que prendre du muscle, enfin c'est soit tu choisis une période où tu vas prendre du muscle, soit tu choisis une période où tu vas perdre du gras, mais qu'il est impossible de faire les deux en même temps. Et le problème quand on est skinny fat aujourd'hui, c'est que on a du gras à perdre et on a du muscle à prendre. Donc on a les deux à faire. Donc est-ce qu'il faut commencer par perdre du gras? Est-ce qu'il faut commencer par prendre du muscle? Ou est-ce que potentiellement il existe peut-être une solution alternative qui nous permettrait de perdre du gras et prendre du muscle en même temps? Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui du coup avec Clément, qui est encore une fois coach sportif chez Body Changer. Je pense que je n'ai pas besoin de le présenter à chaque fois. Donc voilà, Clément il est avec moi, on va pouvoir en parler de tout ça, de perdre du gras, prendre du muscle. Si vous me suivez un petit peu sur YouTube, je pense que vous connaissez mon avis, mais je vais laisser la parole à Clément déjà par rapport à ça déjà Clément. Est-ce qu'il faut perdre du gras en premier ou prendre du muscle d'abord? Moi je suis déçu, tu me présentes plus. T'as fait deux fois l'effort. C'est pas grave, t'inquiète. Tu me prends un petit peu pour acquis, mais c'est pas grave. Je coupe, Voilà. Mais ouais, du coup le sujet d'aujourd'hui il va être un petit peu longué. Mais est-ce qu'il faut commencer par perdre du gras ou prendre du muscle en premier lieu? Tu peux faire les deux en même temps. Mais le facteur primaire qui va faire qu'est-ce que tu dois faire, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie. Si quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois et tu te dis merde, j'ai du bide, j'ai envie de le perdre, on va partir sur une perte de ce bide. Si tu te regardes, tu te dis ça va, j'ai envie de prendre plutôt du muscle, on va partir sur une prise de muscle plutôt, pas une perte de muscle. Et si tu veux faire les deux en même temps, c'est totalement possible. Mais il faut que tu définisses d'abord dans ta tête et ton esprit un objectif, tu te dises moi ce que je veux faire, c'est prendre du muscle de cette partie-là, viser ça. Et perdre du bide ou perdre des fesses, c'est pas c'est ça. Il y a plein de monde qui veulent perdre du bide, comme tu dis, perdre des poignées d'amour. Il y en a qui veulent perdre des seins chez les hommes. Tu vois, ils ont beaucoup de gras au niveau des pecs. Ouais. Et ça, finalement, perdre du gras, enfin, perdre du ventre, perdre des poignées d'amour, perdre des cuisses, perdre du gras de façon. Enfin, perdre tout ça, finalement, c'est juste perdre du gras de façon générale. Et on peut pas cibler le fait de perdre du ventre ou de perdre des poignées d'amour. C'est pour ça qu'en fait, quand vous allez perdre du gras, déjà, vous allez perdre l'ensemble du corps. Et à partir du moment où vous avez juste une partie du corps où vous avez envie de perdre, ne serait-ce que du ventre, des fesses, comme tu disais, les poignées d'amour, peut-être le ventre, les seins, etc., ça passe forcément par un processus de perte de gras. Après, comme tu sais Clément, est-ce que les deux sont faisables en même temps? Est-ce que ça empêche de prendre du muscle? Pas du tout, tu vois. Généralement, si tu descends pas en dessous de 12-15% de matière grasse, et pour y aller, faut quand même déjà faire un sacré effort, tu vois, sur l'hygiène de vie. Allez, même 15% ça va, tu vois, quand tu descends pas en dessous de 12%, genre scientifiquement je crois que la fourchette elle est entre 10 et 15% en fonction des génétiques, mais voilà, entre 10 et 15% t'as pas de risque de perdre du muscle, si bien sûr tu t'y prends bien. Maintenant, si tu fais les choses correctement, ce qui est intéressant c'est que même en perdant du gras, tu peux prendre du muscle, et c'est sur ça qu'est basée la méthode de la recomposition corporelle, d'ailleurs celle que l'on pratique, ça on l'a pas inventé encore une fois, mais c'est une méthode qui est ultra efficace, notamment pour les skinny fat, parce qu'elle permet de prendre du muscle et de perdre du gras. Quand on dit prendre du muscle, bien sûr, il faut travailler les bons muscles, travailler les muscles que l'on veut travailler. Nous, on conseille bien évidemment de travailler l'ensemble du corps. Et quand il s'agit de perdre du gras, malheureusement, là, on ne pourra pas cibler. Malheureusement, oui ou non, j'en sais rien, mais si tu veux perdre du gras, enfin, si tu veux perdre du ventre, perdre des poignées d'amour, etc., ça passe par perdre du gras. Et du coup, Clément, là, selon toi, comment on fait pour perdre du gras déjà, pour commencer? On parlera de prise de muscle après, je pense que c'est encore plus dur. En fait, moi j'aurais te posé une question, j'ai dit des trucs intéressants, parce que moi je te comprends, tu vois, moi j'ai la science infuse. Oh le fou. Je rigole, mais tu t'as dit un truc intéressant, t'as dit la perte de graisse, on peut pas la localiser. Mais pourquoi la perte de graisse t'as envie de perdre? Moi j'ai envie de perdre du bide, Théo, j'ai envie de perdre que du bide. Pourquoi je veux perdre que du bide? Dis-moi. Ouais, de toute façon, tu peux pas, c'est physiologique dans le sens où en fait, je pense pour comprendre ça, il faut comprendre déjà comment ça fonctionne la perte de gras et comment ça fonctionne la prise de muscle. Euh, la prise de muscle, imaginons que... En fait, c'est un sujet qui est... Sur le comment, en fait, c'est très simple à comprendre. Maintenant, sur le pourquoi, c'est vrai que c'est moins simple. Ça, je pense qu'on va en venir, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on pourrait se dire, pour perdre du ventre, il suffit de travailler le ventre, tu vois. Il suffit de travailler le gras autour du ventre, tu vois. Ça, j'ai déjà entendu, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu lui mets des coups de rouleau, tu vois, mais non, ça marche pas comme ça. C'est perdre du gras, ça va pas passer par l'entraînement.
que vous ayez un entraînement de prise de muscle, un entraînement de... Enfin, que vous soyez dans un objectif de prise de muscle ou un objectif majoritairement de perte de gras, comment dire, le changement va pas se faire sur l'entraînement. Le gros changement va se faire vraiment sur la diète à 80, allez, on va dire à 90%. Même si c'est vrai qu'à côté, on peut quand même faire des actions de l'activité physique pour faciliter justement la perte de gras. Et donc justement, j'en viens à la question de tout à l'heure, comment on fait pour perdre du gras? Du coup, je vais y répondre. Il faut créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Ça, je sais qu'il y en a à qui ça parle vaguement, il y en a à qui ça parle pas du tout, il y en a qui disent ouais, moi je connais. Mais c'est vrai que souvent, c'est une notion qui est assez mal comprise. Et il y a plein de monde, ça je le vois beaucoup dans mes messages, beaucoup d'hommes skinny fat qui viennent me voir et qui me disent Théo, je comprends pas, je suis en déficit calorique et pourtant bah, je stagne dans ma perte de gras. Euh, En fait, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête quand je vois ça. C'est déjà, qu'est-ce qui te fait dire que tu stagnes, tu vois? Est-ce que si ton poids il a pas bougé pendant une semaine, est-ce que c'est vraiment une stagnation, tu vois? Quand est-ce que tu t'es pesé par rapport à ce poids? Si forcément je me pèse lundi matin à jeun, je pèse 94 kilos et que après le samedi je me pèse le soir après le gros repas du soir, tu vois, et que je pèse 95, est-ce que ça veut dire que j'ai pris un kilo de gras, tu vois, depuis lundi? Sauf qu'en réalité, c'est pour ça. Il faut savoir déjà qu'est-ce qui te fait dire que tu stagnes, voir la durée aussi sur laquelle que abordes, parce que forcément, si on parle d'une semaine, bah, tu n'auras pas autant de progrès sur un mois, ce qui est tout à fait logique. Et il faut aussi voir les unités que tu mesures. Forcément, tu peux pas comparer l'incomparable. Il y a trop de variables entre une pesée qui se fait un lundi, à jeun, au réveil, après avoir pissé, etc., etc., où vraiment t'as enlevé toute ta masse inutile, et le soir, où vraiment t'as le ventre chargé, t'es bien lourd, t'es bien flotteux, tu vois, t'as fait de la rétention d'eau au cours de la journée, t'es fatigué, t'as bien mangé, t'as l'estomac il est bien rempli, et forcément là t'as du poids en plus, mais c'est pas du poids en gras quoi. C'est de la rétention d'eau que t'as acquise, que t'as acquis au cours de la journée, du volume alimentaire que t'as dans l'estomac, parce que bah, forcément si tu manges 1 kilo de bouffe, bah tu prends 1 kilo, ce qui est tout à fait logique, la masse disparaît pas, tu vois. C'est pas 1 kilo de gras, c'est 1 kilo tout court. T'as 1 kilo de bouffe dans l'estomac, c'est 1 kilo. Donc il y a plein de facteurs comme ça à prendre en compte. Donc voilà. Ça c'est pour parler du déficit calorique. Est-ce que tu as des choses. Est-ce que tu aimerais compléter déjà par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, ça te gêne pas, j'aimerais bien ajouter deux, trois choses. Après, comme tu l'as dit, c'est hyper. C'est très vaste, quoi. Après, t'as pas parlé concrètement du déficit calorique, comment ça marche, t'as surtout parlé du poids. Ouais. Et ça, c'est un facteur intéressant. J'aimerais ajouter le fait que le poids qui va influer positivement ou négativement ne va pas montrer votre progression. Parce qu'en fait, le poids, il faut comprendre qu'il ne comprend pas que votre taux de masse grasse. Il comprend votre taux de rétention d'eau, votre taux de masse musculaire, votre cerveau. C'est vraiment con, mais votre masse osseuse, même si c'est ridicule. Ouais. Mais c'est pas parce que le poids va y avoir un changement en termes de poids, une variation, qui soit positive ou négative, que c'est un bon signe ou pas. Imaginons que tu as perdu 3 kg de graisse, mais que tu as pris 5 kg de muscle. Tu vois que sur la balance, tu as pris 2 kilos. Tu vas faire merde, ça sert à rien. Mais non, tu as perdu 3 kilos de graisse, tu as pris 5 kilos de muscle. Ouais. Et le poids, dans ce cas-là, ne veut rien dire. C'est pour ça que les gars, mais on a beaucoup d'élèves, nous, le poids pour eux, c'est très important. Nous, ça l'est encore plus parce qu'en tant que coach, on a besoin d'avoir du poids pour avoir tout ce qu'on a à côté, c'est important. Mais ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'on a besoin du poids. Théo et moi, on se focalise dessus, mais vous, ne vous focalisez pas dessus en termes d'évolution. Ça ne trace pas du tout votre évolution. Ça peut être faussé. Par exemple, moi, je suis en déficit calorique, pour tout dire. J'ai repris il y a 3 jours parce que, bon, j'avoue, j'ai été feignant, j'ai fait une pause de 4 mois, voilà. J'ai repris. J'ai commencé ma première pesée, j'étais à 87,1 kg. Hier, j'étais à 87,5 et aujourd'hui, je suis à 87,9. Pourtant, je sais que je suis carré. Hein. Je sais que j'ai repris la muscu carré, je sais que j'ai repris une diète carrée, que je compte mes calories et macros. Pourtant, le poids, il monte. Mais je m'en fous parce que je vais attendre, voir comment le poids évolue. Et je sais que j'ai fait de la rétention d'eau parce que voilà, plein d'autres choses. Mais le poids ne montre pas mon évolution. Ouais. Sur ça, je vous garantis que j'ai pas pris de la graisse. Au contraire, j'en ai perdu, j'en suis sûr et certain. Et j'ai même pris du muscle. Bon, en 3 jours, c'est un peu ridicule, mais je suis dans la phase de création de muscle. Donc sur ça, ça veut rien dire le poids. Ouais, totalement. Et par rapport au déficit calorique, mais tu sais, juste avant que tu m'appelles, là, j'étais en train de regarder une vidéo de Cyrus North qui a fait une transformation physique d'1 an et 1 mois. Ah, je savais pas. Et bien, il parlait de ça, du déficit calorique, et je me sens obligé de le débunker. Je vais être obligé de l'attraper et de le... Pardonne-moi, Cyrus, je t'aime, je n'ai rien contre toi, mais je vais être obligé de te débunk. Non, en vrai, ça fait un peu méchant comme ça, mais c'est juste qu'il essayait de conseiller les gens sur le déficit calorique. Il disait des choses très pertinentes. Il disait que
Théo en a un petit peu parlé avant. En fait, le déficit calorique, c'est quoi? Ça porte bien son nom, c'est un déficit des calories. Mais comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Ton corps, il faut que tu le vois comme une machine. C'est vraiment la meilleure image que je puisse te donner. Une machine qui, par jour, a besoin d'une source d'énergie. Tu vois, imaginons que ton corps, c'est une lampe. Et pour qu'elle puisse rester avec de l'électricité en 105 à phase de la lumière, tous les jours, elle a besoin d'électricité. Tu vas la brancher à une prise. Et imaginons que tous les jours, pour vivre cette lampe, pour faire tout le temps autant d'énergie, de lumière dont elle a besoin, elle va utiliser 2000 kcal. Donc, toi, ton corps, pour se maintenir tous les jours, il va avoir besoin de 2000 kcal. Imaginons que tu manges 1500 kcal. Alors d'habitude, tu dois en manger 2000. Là, tu auras créé ce qu'on appelle le fameux déficit calorique. Parce que ton corps consomme 2000 kcal, tu en auras mangé 1500. Bah, du coup, l'énergie, ta lampe ou ton corps, il faut bien qu'elle la trouve quelque part. Et c'est là où il y a de la perte de poids. C'est vraiment très, très résumé de manière pas du tout scolaire. Vous allez me détester les scientifiques, mais en gros, c'est là où il va y avoir de la perte de poids parce que l'énergie manquante, ton corps, il va devoir la chercher en sens 1, vu qu'il ne la trouve pas ailleurs. Et après, il va falloir être carré sur d'autres choses parce que malheureusement, dans un déficit calorique, ton corps, il s'en fout de perdre du muscle ou du gras. Et c'est pour ça qu'il faut être carré sur les macronutriments. Mais dans un premier temps, tu comptes tes calories. Si tu es dans un déficit calorique, tu ne peux pas, tu es obligé de perdre. C'est impossible, c'est des mathématiques. C'est comme un compte épargne. Quand tu es à moins 100 euros, tu es à moins 100 euros. C'est pas possible que tu sois avec 1000 euros sur le compte. C'est des maths. Il n'y a pas de plus simple. Ouais, il y a des gens qui vont se demander, ouais, mais comment je peux être sûr justement que je suis en déficit calorique sachant que je vois pas mon poids bouger. Justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant. Genre, c'était au tout début de ta prise de parole où tu as dit que, ouais, à long terme, forcément, si tu prends 5 kilos de muscle et que tu perds 3 kilos de gras, bah, tu auras perdu du gras et pourtant tu auras pris 2 kilos sur la balance. Mais c'est vrai que là, il y a même des mecs à court terme qui vont se demander, ben, ah ok, j'ai pris du muscle, du coup, ça veut dire que sur une semaine, en fait, c'est le muscle que j'ai pris. Alors qu'en réalité, sur une semaine, t'as pas un poids significatif. Ta masse musculaire va pas avoir une variation assez importante. À très court terme, ce qui va vraiment pouvoir faire varier ton poids, c'est le gras, qui peut énormément faire varier ton poids à court terme si bien sûr tu es en déficit calorique. Nous d'ailleurs, on peut, avec certains élèves qui sont assidus, on peut leur faire des déficits assez importants, leur permettant de perdre de 800 grammes jusqu'à 1,5 kg pour certains. Par contre, derrière, forcément, ça nécessite de la rigueur, donc on le fait pas avec n'importe qui. Donc il y a le gras qui peut vraiment faire varier le poids. Et c'est pour ça on peut se dire, bah, ok, le gras fait varier le poids, ce qui fait que bah, si j'ai pris du poids, c'est que bah, j'ai pris du gras. Sauf qu'en réalité, bah, il y a des éléments, des facteurs qui font que ton poids varie encore plus. Tu feras l'expérience, mais imaginons que tu bouffes, on en parlait dans le dernier podcast, je crois, mais si tu vas au resto et que tu manges vraiment très salé, tu vas te retrouver le lendemain avec une rétention d'eau énorme, ça va se voir physiquement en plus, ton corps va avoir un aspect très flotteux, tu auras l'impression d'avoir pris du gras, et même sur la balance, tu vas prendre 2-3 kilos instantanément. Mais même si tu as mangé comme pas possible jusqu'à en avoir mal au ventre, c'est pas du gras. Ton corps n'est pas capable déjà d'assimiler toutes les calories que tu as mangées pendant ton repas. Là, je parle vraiment des mecs gros mangeurs comme moi qui sont capables de manger plusieurs mille calories, tu vois. La plupart va être évacué. Ce qui va vraiment faire varier, vraiment à très court terme, le plus le poids, c'est surtout l'eau. C'est la rétention d'eau. Essayez. Pas... Il y a un moment dans votre vie où vous allez le faire, quoi qu'il arrive, vous allez aller au resto. Faites juste l'expérience, pesez-vous avant d'aller au resto, et pesez-vous le lendemain, dès le matin, et vous verrez que vous avez une augmentation du poids considérable. Mais en fait, ce poids, si vous prenez votre poids régulièrement, vous allez avoir le poids qui descend, un petit pic au niveau du resto qui va redescendre très rapidement, et votre progression va tout simplement continuer. Donc comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de perdre du gras à court terme? Je pense qu'il n'y a pas forcément de façon de le savoir directement, parce qu'on ne peut pas forcément se fier à la balance à très court terme. Je pense que la balance, c'est un outil qui est intéressant à moyen long terme. Je pense que ce qui peut te dire que tu perds du gras vraiment en l'espace d'une semaine, je pense pas qu'il y ait grand chose, à part, faut juste faire confiance au processus, en fait, le fameux trust de process, continuer d'être en déficit calorique, savoir que ce que tu fais ça fonctionne, et petit à petit avancer. Et puis tu sens que tu es en déficit calorique parce que au bout d'une semaine, 2 semaines, en fait, ce qui est intéressant, c'est de traquer son poids tous les jours, se peser à la même heure. Tu fais une moyenne du poids la première semaine, une moyenne de ton poids la deuxième semaine, et là, pour le coup, il faudrait quand même que ton poids ait descendu. Si ton poids n'a pas descendu en moyenne, c'est que là, pour le coup, tu n'es peut-être pas en déficit calorique. C'est ça. Mais j'aimerais préciser pour les gens qui nous écoutent, avec Théo, on parle de court terme, moyen terme, long terme. Nous on sait ce que c'est, parce qu'on a l'habitude. Mais pour vous donner une ordre d'idée, court terme, ça va être une semaine. Ouais. Une semaine, et il y a des gens qui peuvent se dire court terme, ça va être un mois, mais non, au bout d'une semaine, c'est du court terme. Moyen terme, c'est un mois. Dans un déficit calorique pour une perte de graisse, moyen terme, c'est un mois. Déjà, ça commence à faire un peu long. Et après, du long terme, ça va être 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Parce que comme l'a dit Théo, en fait, quand tu aplanis ton poids, ce qui compte, c'est de faire une moyenne du poids. Imaginons, comme moi, on va reprendre mon exemple tout à l'heure, je me suis pesé avant-hier.
87,1. Ensuite, hier, 87,4. Et là, tout à l'heure, je t'ai décompté 87,9. La gourmandise est pas bien. Et imaginons que j'aplanis ma semaine et je vois qu'à la fin de la semaine, je suis descendu à 86,5. Bah, c'est pas grave, parce que je regarde mon poids A, mon point 7 jours après, et je fais OK, je suis dans les temps, j'ai perdu ce que je voulais. Là, c'est du court terme encore, ça fait qu'une semaine. Mais au bout de la deuxième semaine, je pourrais faire la moyenne de tous les poids dont tu as parlé Théo avant, et je verrai aussi si j'ai perdu. Si je vois que le 15e jour, je suis toujours à 87,1, c'est qu'il y a une connerie. Il y a eu beaucoup de variations de poids, mais au final, je stagne. Si par contre, je vois que je suis à 87,1 et que d'ici 2 semaines, je suis à 86,5, ou peu importe, qu'il y a une perte de poids qui est ce que j'avais visé, je suis OK, je suis dans les temps, c'est bon. Le poids sera jamais linéaire. Alors vraiment, le poids, je peux vous montrer si vous voulez les screens des élèves et de tout le monde, le poids fait tout le temps comme ça. Ce qui compte, c'est que sur le long terme, je fasse une moyenne qui soit descendante ou montante. Dans le podcast, je pense que les gens ils voient pas, mais ouais, ça va être des pics. Tu vas voir des. C'est comme les battements de cœur, ça descend, ça monte, ça descend. C'est en dents de scie, voilà, chercher le terme. C'est en dents de scie. Mais en fait, si tu fais un dézoom, que tu as une vue vraiment de plus loin, les dents de scie, en fait, elles sont insignificatives. Je sais pas si ça se dit comme ça. Genre en fait, à long terme, tu vois une courbe qui descend si t'es dans un objectif de perte de gras. Moi justement, pour prendre un exemple, moi j'essaie de me peser tous les jours, mais c'est vrai que je suis pas forcément le plus assidu. Je prends par exemple la semaine à partir du 20 mars jusqu'au 26 mars, je me suis pesé tous les jours sauf le dimanche. Le lundi à 97,1. Attends, je vais prendre une autre valeur pour que ça soit plus parlant. Par exemple, le jeudi, j'étais à 95,9. J'avais une moyenne de poids à 96,4. La semaine d'après, j'étais à 95,6 de moyenne. Pourtant, je prends le dimanche 2 avril, j'étais à 96,2 sur la balance. Et pourtant, si je regarde le jeudi 23, donc 10 jours auparavant, j'étais à 95,6. Donc si je regarde juste ces deux valeurs, je pourrais me dire, putain, en fait, j'ai pris 600 grammes en 10 jours de travail, ça veut dire que j'ai stagné. Enfin, j'ai même régressé, tu vois. Et pourtant, quand je regarde la moyenne, j'étais à 96,4 la semaine d'avant. Là, je suis à 95,6. J'ai perdu 800 grammes. Donc, je sais que j'ai progressé, en fait. Tu vois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et même là, par exemple, j'ai encore la semaine d'après où j'étais à 95 tout rond. Ben, je sais que là, j'ai encore perdu 100 grammes, etc., etc. Et ça, vraiment, on peut l'optimiser avec le temps. Mais ça demande de comprendre son corps. Ça demande de ne pas faire n'importe quoi aussi. De ne pas se frustrer complètement. Parce qu'avec Clément, on avait fait une sèche, par exemple, il y a 1 an, je crois, il y a 1 an et demi. Pour moi, ma part, c'était 1 an. Clément, il a fait une transformation incroyable. Vous pouvez la trouver sur mon Instagram. 4 mois, moins 27 kilos. Mais c'est vrai qu'on avait été très carré, très assidu sur le point de vue théorique. On avait fait ce qu'il fallait. Même quand on cheatait et tout, on faisait toujours en sorte que le total calorique reste le même pour respecter le déficit calorique. Et putain, lui, il a perdu 27 kilos. Il était passé de 114 à 87, 88, je sais même plus. 114, je suis descendu à 87. Mais j'aurais pu faire mieux en vrai. Mais c'était une sacrée ferme, c'est des bons souvenirs ça. Moi j'étais passé de 105 jusqu'à 85. Moi en 5 mois j'avais perdu 20 kilos. Mais je me souviens qu'on a été vraiment très carré, on cheatait très peu. Quand je dis cheater, c'est le fait d'aller au resto, le fait de se faire plaisir. Tout ce qu'on se faisait de plaisir, on le calculait. Et même moi je me souviens quand j'allais au resto avec des potes ou quoi, quand on allait au bar, je les regardais manger du saucisson, du fromage et des burgers, moi je bavais, tu vois, j'en pouvais plus, mec. Il y a des fois, j'en pouvais plus, je rentrais chez moi, j'allais manger mes lentilles, mon poulet, mes carottes et tout, et je revenais, tu vois, parce que je savais que ça m'emplissait le ventre. Et ça, franchement, nous, c'est une expérience à vivre au moins une fois, nous, en tant que coach, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment ultra opti. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on referait, et surtout quelque chose qu'on ferait pas à nos élèves, parce que je pense pas que c'est un truc vachement sain, dans le sens où moi, maintenant, aujourd'hui, je perds entre 600 grammes et 1 kg par semaine, parce qu'il y a pas mal de moments où je vais me faire plaisir, mais en fait ce qui me permet d'avoir un rapport sain à l'alimentation, et malgré tout, perdre 800 grammes par semaine c'est pas ridicule, parce que sur 3 mois, fois 13 semaines, je perds déjà 10 à 12 kilos. Ouais, c'est énorme. Ce qui est déjà énorme, ouais, c'est ça. Et ça me permet aussi de progresser à l'entraînement, parce que je suis beaucoup plus sain, beaucoup moins frustré. Mine de rien, le fait de pas constamment penser à la bouffe, parce que juste le fait de t'endormir en ayant faim, c'est un truc, ça peut réduire la qualité de ton sommeil et tu le ressens directement à l'entraînement. Donc, certes, tu perds plus rapidement du gras, mais il y a pas mal de petits facteurs, on va dire, en pratique qui font que je ne recommanderais pas faire un truc aussi agressif. Pas agressif, tu peux être agressif, mais savoir aussi manager le côté psychologique et social, quoi. Ouais, ça a été surtout ça, moi. Pour moi, perso, ça a été le côté social, ouais. Ça a été le côté social. Je sais très bien, toi, de manière, parce que t'es intime, mais moi, ça a été surtout le côté social. Sur votre perso, moi, ça allait. C'était surtout social, parce qu'en fait,
tes amis, ça va. Quand ils sont dans le domaine, ils comprennent. Tes potes et tout, ça va. Mais surtout, je parle pour les gens qui ont une vie de couple. Moi, ma copine de l'époque, c'était compliqué. Parce qu'en fait, quand tu vis avec une personne et qu'elle n'est pas dans le même monde que toi, elle comprend pas. Et en fait, ça peut créer des tensions parce que tu essaies de lui expliquer, etc. Mais elle comprend pas. Elle voit juste le résultat qui est, bah non, etc. Si ça, si ça, ça. Et il faut savoir manager entre garder entre guillemets une vie sociale, surtout quand tu es avec quelqu'un, tu t'imposes un petit peu ton mode de vie. Donc ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas. Parce que ça peut créer des tensions, ou alors simplement il faut savoir manager. Mais à partir du moment où tu as des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des trucs comme on a fait nous, quoi. Faut avant tout trouver un équilibre qui convienne à la personne, mais ça c'est très perso, quoi. En final c'est à chaque personne, parce qu'il y a des gens qui vivent seuls, donc ça ils s'en foutent. Il y a des gens qui, leur mode de vie, ils vivent pour ça, ils font des compètes. Il y a des gens, tout simplement, c'est des salariés, donc ils peuvent pas amener leur gamelle. Ils ont une femme, des enfants, donc ils peuvent pas faire leur gamelle que pour eux. C'est très spécifique. Donc c'est pour ça que ça va être toujours un travail d'adaptation à l'individu et son mode de vie, quoi. C'est clair, ouais. Même vivre tout seul, forcément, tu as la pression sociale, parce que je pense que c'est même... Il peut y avoir une certaine difficulté à vivre seul, parce que... comment dire, en fait, t'as pas beaucoup, forcément, tu vois très peu de monde au quotidien, forcément, vu que t'es seul. Certes, tu vois tes collègues au travail, mais bon, si tu fais un travail où t'as pas forcément une équipe au top, on peut dire, bon, le seul côté social que t'as, c'est des gens chiants. Et puis forcément, dès qu'il y a quelqu'un qui va te proposer de sortir, ben en fait, le côté où t'as envie quand même de voir des gens que t'aimes, des gens avec qui t'as envie de passer du temps, ben tu peux pas refuser. Et c'est ça, c'est compliqué, parce que les personnes, tu te dis, ouais, putain, le peu de fois où elles me voient, je suis casse-couille parce que je mange pas avec eux, je prends ma gamelle ou je refuse de manger parce que c'est mon objectif. Comment est-ce qu'ils vont me voir? Et c'est vrai c'est ce qu'on appelle finalement, on en parlait dans une des masterclass qu'on a sur l'accompagnement, mais c'est ce côté psychologique, ce côté sociologique, pardon, ce côté social qui est très dur à gérer, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une pression extérieure, que ce soit, comme disait Clément, nos copines qui foutent la pression parce qu'elles ne comprennent pas. Elles ont du gras, elles ont un mode de vie assez sédentaire, assez classique, tu vois. Enfin, la meuf moyenne, même la personne moyenne, tu vois, qui fait pas de sport. Nous, tu vois, on est encore jeune. Toi, t'as 22, je crois. Moi, j'ai 21. Tu vois, on est encore jeune. Et putain, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Forcément, nos copines, tu vois, c'est encore jeune. Il y a beaucoup de gars qui nous écoutent aussi, qui ont la vingtaine, qui ont 25, 30 max. Et forcément, leurs copines sont encore jeunes. Elles sont bien physiquement parce que elles sont encore un peu actives dans le sens où elles font des études, donc elles bougent encore un peu. Et elles ressentent pas forcément encore le besoin de faire du sport. C'est vrai que nous, finalement, les femmes qu'on a dans l'accompagnement, elles ont 25 et plus. Et du coup, elles n'ont pas forcément ce gros mode de vie très sportif où elles font attention à elles parce qu'elles n'en ressentent pas le besoin. Et du coup, on a un mode de vie qui est un petit peu désaligné vis-à-vis d'elles. En soi, c'est pas elles le problème, il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste on a des modes de vie différents, façon de voir la vie différente. Et ça peut poser des frictions par rapport à l'objectif. Et c'est pour ça que c'est important de trouver. Déjà d'être bien entouré. Hein, d'être bien entouré. Bien choisir sa copine, bien choisir ses potes, leur faire comprendre. Et puis s'ils comprennent pas, c'est qu'il y a peut-être un problème, quoi. Mais ouais. Voilà, dans tous les cas, c'est très large. C'est individuel. Ouais. Mais ouais, la meilleure chose à faire au final, c'est d'en parler, de dire, même si t'as pas peut-être le meilleur entourage du monde, dans tous les cas, si t'en mets au resto, tu vois, tu peux dire, bah écoutez les gars, je viens avec grand plaisir, j'ai rien contre vous, ou même ta copine. Si tu communiques bien les choses, ils vont comprendre, ils vont même te soutenir. Donc voilà, c'est juste que des fois ça peut être pesant, il faudra trouver des compromis. Ça, c'était une petite parenthèse, va y avoir un truc social, ça sera à toi de trouver, c'est toi, ta vie, ton individu, tes proches, etc. Faut que tu trouves ton équilibre. Ne sacrifie pas certains trucs en disant c'est bon, faut que tu trouves un équilibre qui te convient à toi et à tes proches. Mais ça, c'est personnel. Nous, Théo, on a dit ça parce que on est des matriciens, on va pas se mentir. Nous, on est à fond dans ça. En plus, c'est notre taf. Donc voilà, c'est pour ça. Nous, on est matrixés. Ce qu'on a fait, nous, ne conviendra pas à toi, ou peut-être que oui, mais à tester. Il faudra tester comme tout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le prisme biopsychosociologique que j'en parlais la dernière fois, où tu as l'aspect biologique, si je peux dire, l'aspect physiologique, où tu crées ce déficit finalement, tu fais en sorte que d'être en déficit calorique, hein, manger moins de calories que ce que ton corps dépense, ou dépenser plus que ce que tu manges. Mais tu as aussi, comme je disais, le prisme sociologique et le prisme bien sûr psychologique. Donc psychologique, ça va être beaucoup le rapport à l'alimentation, son comportement vis-à-vis de l'alimentation. Et l'aspect sociologique, comme on vient d'en parler là pendant
5 voire 10 minutes, quoi. Ouais, 5 minutes, je dirais. Ça, c'est sûr, ça en fait partie. Dans tous les cas, même si tu fais pas de diète ou de déficit calorique, ça, limite, je pense qu'on va en faire une vidéo à part. Ça, c'est hyper vague. Mais c'est clair. même quand t'es pas en déficit, quoi, quand t'es dans une diète normale où tu fais de la musculation, bah forcément, c'est du temps que t'investis sur toi et pas ailleurs. Donc, dans tous les cas, le côté social, et puis c'est quelque chose quand je vois souvent avec les élèves. Par exemple, tu sais, ouais, mais vas-y, c'est vrai que j'aime bien voir les poches le samedi soir, des trucs comme ça. Ouais, tu peux, mais il faut trouver un équilibre entre tu mets du temps pour toi à la salle de sport et ta diète, mais il faut que tu aies un équilibre qui convienne à tes proches, mais aussi à toi dans ta tête, que tu te sens ni trop frustré de pas pouvoir de te sacrifier pour tes proches, et ni trop frustré de sacrifier tes proches, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ça, c'est propre à chacun, mais voilà, tu vas devoir tester, voir ce qui te convient pas à tes proches, ce qui te convient pas à toi, ta morphologie, ton rythme de vie. Voilà, on peut que donner des conseils vagues. À ce niveau-là, c'est pas comme les calories, on te dit c'est comme ça, c'est mathématique. Là, ça va être propre à chacun. Ouais, c'est ça. Et justement, ça, on parlait vraiment de cette balance énergétique. Peut-être qu'on en parlera plus détaillé dans de prochains podcasts. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de la prise de muscle, qui est aussi un domaine très large. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur la prise de muscle. Elle est sortie hier, si j'ai pas de bêtises. Je vais aller checker rapidement. Non, la mise en ligne, du coup, elle n'a pas été faite. Je retire ce que j'ai dit. Il y a eu un problème de mise en ligne, la vidéo, elle n'est pas sortie. Mais vous allez voir la vidéo qui sera sortie probablement 2 ou 3 jours avant. Oh non, ça me gave. Bon, peu importe. Où on va récapituler en gros 5 points d'entraînement que j'ai abordé justement pour la prise de muscle. Mais ce qu'il faut comprendre, et j'en parlais justement avec un gars que j'ai eu. Il s'est tapé une barre le matin. J'en parlais justement avec un appel que j'ai eu avec un gars hier. Parce que pour l'accompagnement Boot Ginger, on a des tas de recrutements par mois, on est autour de 200. Et on prend des appels justement pour recruter pour Body Changer. Et il y a un appel où il y a un gars qui m'a demandé, mais Théo, moi j'ai des potes, ils se renseignent un peu sur la muscu et tout, ils aiment bien la muscu et ils entendent beaucoup, et même toi, peut-être que tu l'as entendu, toi qui m'écoutes, qui nous écoute, que pour prendre du muscle, il faut être forcément en surplus calorique. Et en fait, ce qui va, comment dire, ce qui va vraiment faire varier, ce qui va vraiment influencer ta prise de muscle, avant de parler de calories, ça va être justement ce qu'on appelle la balance azotée. En fait, tu as la balance calorique pour la perte de gras et tu as la balance azotée pour la prise de muscle. Donc tu as la balance azotée où ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que comme la perte de gras, finalement dans la perte de gras, ton corps au cours de la journée, il perd du gras et il en prend. Ce qui va faire que tu en perds ou que tu en prends, c'est que tu vas avoir plus d'un que de l'autre. Donc si tu perds plus de gras que tu n'en prends, bah tu as perdu du gras à la fin de la journée. Et pour justement la balance azotée, c'est pareil, au cours de la journée, ton corps va dégrader des protéines musculaires, mais va aussi en synthétiser. Et en fait, c'est le bilan à la fin d'une certaine durée qui va déterminer si oui ou non tu as pris du muscle. On va dire sur une semaine. Donc l'idée, ça va être de minimiser la dégradation de protéines musculaires. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas l'arrêter parce que le corps en a besoin. Mais ça va être aussi de maximiser la prise de muscle. Comme finalement sur la perte de gras, où là pour le coup il faut trouver un juste milieu entre augmenter les dépenses et diminuer les apports. On ne peut pas faire des extrêmes sinon on se retrouve à péter un câble. Mais pour le coup, ce qui est intéressant pour la masse musculaire, c'est qu'on peut le maximiser. Là pour le coup, on peut aller dans l'extrême sans forcément avoir des problèmes. Pour la balance de la prise de muscle, ça va être intéressant de maximiser la prise de muscle, de maximiser la synthèse de protéines musculaires et de réduire au maximum la dégradation de protéines musculaires pour avoir la balance qui est positive entre les deux. Et bon, ça fait un peu scientifique comme ça, mais on va aborder le sujet, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Mais scientifiquement, en gros, c'est ce qu'on appelle la MPS pour la synthèse de protéines musculaires, donc c'est la Muscle Protein Synthesis, et tu as la MPB, c'est la Muscle Protein Breakdown. Et l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de MPS que de MPB, réduire la MPB et augmenter la MPS. Donc concrètement, pour diminuer la MPB, ça va être manager au maximum son stress. Je pense qu'on va rentrer un petit peu dans les détails de certains de ces points. Ça va être bien sûr manager son stress, optimiser son sommeil, optimiser son alimentation. Ça permet de réduire le besoin de ton corps à dégrader de la protéine musculaire, donc automatiquement il en dégrade moins. Et aussi il y a le côté où augmenter la synthèse de protéines musculaires. Donc forcément, après un entraînement, déjà pendant l'entraînement tu vas avoir une petite dégradation, mais qui va être surcompensée très largement par un gros pic de synthèse de protéines musculaires. Donc l'entraînement c'est indispensable pour la création de muscles pour déjà cette raison. Tu vas avoir tout simplement le fait d'apporter assez de protéines au quotidien. Si tu apportes des protéines, ça stimule. C'est même pas que ça stimule la synthèse de protéines musculaires, même si ça y contribue. Mais en fait, ton corps, comme il a besoin de protéines au quotidien, plutôt que d'aller les chercher dans ta propre muscle, de faire de la MPB, donc c'est-à-dire réduire,
dégrader de la protéine musculaire, mais en fait, il utilise les protéines que tu apportes. Et ça, c'est intéressant du coup parce que ça améliore cette balance entre les deux. Et déjà, si juste avec ces 4 points, on va pas rentrer dans les détails, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre, autant se concentrer sur ces 4 points sommeil, stress, protéines et entraînement, c'est ce qui va vous permettre en fait de maximiser tout simplement votre création de muscles. Alors, le stress, je pense que ça sera le sujet d'un autre podcast. Sommeil, ça sera le sujet d'un autre podcast, pardon. Euh, Protéines, ça sera le sujet d'un autre podcast. Et je pense aujourd'hui, on va finir sur l'aspect entraînement. Comment bien s'entraîner, ça va rejoindre justement la vidéo que j'ai sortie il y a 2-3 jours. Du coup, ce que je voulais dire, tu as dit un truc intéressant, c'est que tu avais dit oui, il faut forcément être en surplus calorique, etc. Mais en fait, oui, c'est vrai que pour la création musculaire, il faut de l'énergie, mais ce que je voulais aussi rajouter, que tu n'as pas forcément dit, c'est qu'en déficit calorique, c'est pas parce que tu es en déficit calorique qu'il va y pas avoir de source d'énergie pour la création musculaire. Parce qu'en fait, si tu as de la graisse à perdre, le corps il peut très bien taper la graisse que tu stockes pour faire ta création musculaire. Ça revient à ce que disait Théo, le corps il n'est pas obligé de prendre les protéines qui sont présentes dans ton corps. Il peut prendre celles que tu amènes par l'alimentation. Du coup, dans un surplus calorique, ça sera les calories apportées via l'alimentation. Dans un déficit calorique pour la création de muscles, ça sera les calories qui sont déjà en ça de ton corps. Du coup, c'est ce que tu veux perdre au niveau du ventre. Fais-toi plaisir, tu peux y aller. C'est tout ce que je voulais ajouter. Ouais, exactement, c'est vrai que c'est tout à fait logique. Si tu étais en déficit dans l'absolu, oui, si tu manquais d'énergie, ce serait compliqué pour ton corps de créer du muscle. Mais en fait, quand on crée un déficit calorique, ça ne veut pas dire que ton corps manque d'énergie. C'est du créer le manque d'énergie pour forcer ton corps à compléter ce manque d'énergie. Attends, il y a une moto qui passe. Pour forcer ton corps à compléter ce manque d'énergie en allant piocher du gras. Mais s'il a besoin d'un peu plus d'énergie encore, comme s'il a besoin de compléter un surplus calorique pour créer du muscle, comme tu dis, il a juste à aller brûler un peu plus de gras. Donc au final, ça te permet de perdre du gras et de prendre du muscle, quoi. Après, bon, c'est négligeable, c'est pas ce qui va faire que vous allez perdre encore plus de gras. Mais pour le coup, pour la prise de muscle, c'est ce qui montre que oui, il n'y a pas besoin d'être en déficit, enfin il n'y a pas besoin d'être en surplus calorique tout simplement pour prendre du muscle, ça c'est clair et net. Donc ouais, par rapport à ça, je trouvais ça pertinent. Et pour l'aspect entraînement, de toute façon, l'idée c'est vraiment déjà d'avoir un entraînement qui est adapté à soi, tu vois. Pour moi, le facteur numéro 1, c'est l'emploi du temps. Parce que justement aujourd'hui, il y en a pas mal qui nous disent ouais, j'ai vu sur internet que le PPL c'était mieux et que pour faire un PPL il faut 6 séances par semaine. Sauf qu'aujourd'hui je peux m'entraîner que 4 fois, est-ce que je vais réellement progresser? Sauf que comment dire, si le PPL est optimisé mais que tu ne peux pas le faire, à quoi ça sert de... Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Est-ce que tu vas arrêter la muscu parce que tu peux pas faire un PPL? Non. Tu vas tout simplement trouver un format d'entraînement qui correspond à ton emploi du temps avant de déterminer ne serait-ce que les exercices que tu vas faire, le nombre de séries, etc. etc. Et ça, de toute façon, on va le débunk après, mais pour moi, le format d'entraînement, c'est pas ce qu'il y a de plus important à prendre en compte, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats entre le split, le PPL, qui est beaucoup à la mode en ce moment, le PPL, le split, le PPL, le half body, etc., etc., le full body aussi. Mais tout ça, c'est un débat pour moi qui est pas forcément pertinent aujourd'hui, parce que c'est vrai que je pense que c'est très très surcoté le format d'entraînement. Tiens, je te laisse prendre la parole. Yes, tu m'entends bien? Ouais. Super. Du coup, je suis d'accord avec toi. En fait, le format d'entraînement, c'est juste une forme, quoi. C'est... Oh putain, j'ai une idée de merde qui me vient en tête, mais c'est comme des vêtements, quoi. Le but des vêtements, c'est de t'habiller. Le format d'entraînement, c'est la même chose. Soit tu mets une veste ou tu mets un débardeur, je sais pas. C'est un format d'entraînement. C'est le pire exemple possible, putain. En fait, c'est une forme que tu prends à des outils. Enfin, ce qui compte, c'est que le format, il plaise, mais ce qui compte, c'est l'intérieur. C'est qu'il y ait les exercices nécessaires, le volume, l'intensité, la fréquence, etc. Tant que ça, c'est bon, c'est good. Tu auras ce qu'il faut pour prendre du muscle, pour atteindre ton objectif, et puis te développer. Mais moi, je te l'ai dit tout à l'heure, avant que tu cut, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec toi. Mais le critère absolu, ça va être l'objectif de l'individu. Si toi, tu veux prendre des pecs et perdre de la graisse, avant tout, pour faire ton programme de musculation, il va falloir qu'on prenne ça en compte. Ensuite, le facteur numéro 2, ça va être l'emploi du temps. Ça, Théo en a bien parlé. Et par rapport à l'objectif, je pense sans doute, mais pourquoi il faut que l'entraînement soit organisé autour de ça? Parce que si tu veux focus les pecs, il va falloir faire un entraînement qui soit focus pecs. Si tu veux focus, par exemple, je sais pas, ta transmission de force du bas du corps vers le haut, il va falloir faire du spécifique. C'est très, très, très spécifique ce que je dis là. Et voilà, pareil, tu t'entraînes différemment. Si tu fais une perte de poids, si t'es en déficit calorique très poussé, tu vas mettre moins de volume. Si t'es dans un surplus calorique, tu pourras mettre un petit peu plus de volume. En fonction de ton niveau aussi. Donc c'est pour ça que l'objectif, c'est toujours le truc numéro 1 à prendre. Après, tu as l'emploi du temps, parce que comme a dit Théo, si tu as le programme parfait mais que tu peux pas le faire, ça sert à rien.
Et après, il va y avoir, avant tout, ce que je mettrais à même échelle que l'emploi du temps, ça va être tes préférences. Certes, t'as un programme parfait, tu peux le faire. Mais tu l'aimes pas, tu le détestes, ah bah mec, ça va être compliqué quoi. Si quand tu vas à la salle, tu commences à trouver des excuses, ouais, mais là, j'ai la petite précédente de sagesse, tu vois, c'est comme ça quoi. T'as utilisé pas mal de mots complexes, je sais pas si les gens vont savoir ce que c'est. Déjà, le spécifique, pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement reproduire un mouvement le plus proche possible de sur le terrain. Imaginons qu'on veut s'améliorer sur. Je sais pas si vous voyez les gars au rugby qui se portent en touche. Si tu veux améliorer justement la force du porteur, de celui qui va porter la personne, ben, tu vas te rapprocher d'un mouvement qui se rapproche de celui du porteur. Imaginons que tu fais un développé couché, c'est très peu spécifique parce que tu pousses vers l'avant alors que le porteur il pousse vers le haut. Alors que si tu prends un développé militaire, déjà tu es sur un mouvement qui est plus spécifique parce que tu pousses vers le haut. Maintenant, si tu prends un développé militaire qui est en prise plutôt serrée, ben, tu es déjà sur encore plus de spécificité parce que non seulement tu respectes la direction de poussée, mais en plus ou moins la prise que tu as sur la direction, enfin sur le mouvement spécifique que tu veux travailler dans ton sport. Donc c'est ça que la spécificité, c'est se rapprocher du mouvement que l'on veut travailler. Et le volume, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on parle pas de volume musculaire ou quoi. Le volume, c'est vraiment le volume d'entraînement. Pour faire très simple, on va dire c'est le nombre de séries. On va dire que si c'est ça que tu entendais parler par là. Pour moi, en vrai, la préférence, ça vient après l'emploi du temps. Parce qu'imaginons que tu aimes t'entraîner 6 fois par semaine, mais que tu peux t'entraîner 4 fois, c'est compliqué, tu vois. Alors qu'à l'inverse, tu peux t'entraîner 4 fois. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, peu importe. Mais tu peux pas. Enfin, je disais simplement, voilà, que tu peux aimer t'entraîner 6 fois, si tu peux t'entraîner 4 fois. Bon, faut prendre en compte d'abord ce que toi tu peux faire avant de savoir ce que toi tu veux faire. Mais bon, après, ça, on s'en fout, c'est des détails, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, les deux, faut les prendre en compte. Clairement, pour moi, la préférence, ça vient pas loin après. Dur d'établir un classement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est à prendre dans les priorités. J'en parlais aussi dans la vidéo qui était censée sortir, qui est en train de se mettre en ligne là en ce moment. Moi, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de force, mais je sais que si un jour j'en viens à vouloir travailler mon corps, que ça redevient ma priorité, développer ma masse musculaire, je sais que je ferai jamais de fente aux haltères. Ou pas maintenant, tu vois. Parce que les fentes, c'est quelque chose que je déteste. Juste le fait de porter les haltères, tu vois, c'est super lourd. Tu dois porter. Moi, par exemple, je faisais mes séries avec 42 kilos. Je faisais le temps de faire 12 reps avec les 40 kilos dans les mains, c'est insupportable. Surtout qu'après, tu dois faire l'autre jambe. Ton grip, il a pas le temps de se reposer, donc t'as les avant-bras en feu. Après, certes, tu peux le faire avec des bandes de tirage, mais du coup, t'as d'autres problèmes. T'as le gainage, surtout quand t'as pas l'habitude de faire des fentes, ça te prend un cardio de fou. Ton corps est en train de pomper pour envoyer du sang dans tous les muscles que tu dois travailler, tu vois. T'as les avant-bras, t'as les obliques, t'as les abdos, tu dois envoyer dans les fesses, tu dois envoyer dans les ischios, dans les quadriceps, dans les mollets, etc. etc. Donc, je rigole juste pour le mot pomper, je suis sûr. C'est un gamin. Il est muté parce qu'il y a quelques problèmes de sang. Ouais, du coup, je disais simplement qu'il y a beaucoup de congestion, beaucoup de choses qui, moi, me plaisent pas sur cet exercice, et que du coup, je sais que je suis pas prêt de refaire pour le moment, quoi. Moi, je vais continuer parce qu'il est pas apte à parler, là, il est en train de rigoler, ce sale bâtard, là. Mais tout ça pour dire que c'est important dans les préférences. Déjà, ça va être de la préférence d'exercice. Si vous aimez pas faire un exercice, vaut mieux pas le faire, même s'il est en théorie 100% optimal ou 100% efficace. Et à l'inverse, même s'il y a un exercice qui n'est pas forcément le plus efficace, je prends l'exemple d'un rack pull, c'est pas l'exercice le plus pertinent, mais que maintenant vous kiffez le faire, bon, pourquoi pas le mettre dans le programme, quoi. Donc voilà, c'était pour parler de ça. Et les préférences aussi, au-delà du choix des exercices, ça va peut-être être sur le choix du format. Le choix du format d'entraînement, comme je disais tout à l'heure, le format c'est pas ce qu'il y a de plus important entre le PPL, le full body, le split, etc. etc. À volume égal, peu importe le format que tu choisis, ça sera tout aussi efficace. À volume et intensité égale. C'est pour ça, prenez le format que vous voulez. Là, donc du coup, les préférences peuvent se faire sur le format, sur l'exercice, mais aussi sur la fourchette de répétition. Peut-être qu'il y en a qui vont kiffer faire du 6-8 et d'autres qui vont détester. Tu vois. Et autant se tourner vers la fourchette de répétition qui te convient le plus. Moi, personnellement, je déteste faire du 12-15 parce que plus la série elle est longue, plus c'est compliqué d'aller au vrai échec musculaire. Alors qu'un 6-8, bon, tu le sens quand t'as l'échec musculaire, généralement la barre bouge plus. Alors que 12-15, même quand t'as l'impression d'être à l'échec musculaire, tu dois lutter contre la congestion, tu peux toujours gratter plus ou moins une rep. T'as l'impression que t'as l'échec, en fait t'en as 4 ou 5 derrière. Et ça c'est très dur mentalement, contrairement à une série de 6-8 où souvent c'est juste le poids en fait qui te fait arrêter, tu peux juste plus pousser la barre, quoi. Mais là on a répondu un petit peu à côté de la question, je m'en compte. Parce que ce qu'on voulait leur dire c'était comment prendre du muscle.
Mais en fait, tout ce qu'on a abordé, c'était comment créer son programme afin de prendre du muscle. Ce qu'à faire que tu vas prendre du muscle, c'est que tu as un bon programme, et du coup, c'est qu'il respecte ton objectif, ta fréquence d'entraînement, tes préférences. Et après, il y a quand même des prérequis. Une fois que tu as respecté tout ça, ton objectif, tu as pris tout en compte, il va falloir que tu mettes ce qu'a dit Théo. Le volume, la fréquence, l'intensité, tous ces trucs compliqués. Mais pour faire simple, tu as des critères à respecter. Il faut que tu aies assez de volume. Un exemple, ça va être si tu t'entraînes. Si tu fais une série de développé couché pour développer tes pecs par semaine, ça va faire short, tu vois. Tandis que si tu respectes la fourchette en fonction de ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire, bon, c'est avancé, c'est différent. Mais débutant, déjà, si tu fais 6 à 10 séries semaine par muscle, t'es plutôt bien, tu vas avoir une bonne croissance. C'est déjà bien, ouais. Ouais, comme disait Clément, c'est vrai que c'est pas forcément logique dans ma façon de l'expliquer. Mais quand je parle de prendre du muscle, bien évidemment, j'ai parlé de comment créer un programme d'entraînement. Parce que pour moi, c'est logique. Pour avoir du muscle, il faut créer un programme. Mais c'est vrai que pour certains, c'est même pas logique parce qu'on en voit plein justement qui arrivent à la salle et qui se disent au dernier moment, une fois qu'ils sont bien habillés, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ouais, je vais me faire un petit peu de ça, 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 ça. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche la musculation. Euh, L'idée, c'est vraiment de chercher à progresser sur des exercices que vous avez sélectionnés, d'où l'importance aussi de choisir des exercices qui vous plaisent parce que vous n'allez pas devoir le changer dans un mois. Ceux qui vous disent de changer d'exercice toutes les 4 semaines, ils ont probablement pas compris comment ça fonctionnait. L'idée, c'est vraiment de choisir un exercice que vous allez maintenir pendant plusieurs mois. Il va vraiment vous suivre pendant 3, 4, 5, 6 mois. Des fois, il y en a qui gardent leur programme pendant plus d'1 an. Tant que tu progresses dessus, en fait, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai qu'il y en a qui font l'erreur de changer d'exercice trop souvent, et c'est peut-être aussi pour ça que tu progresses pas aujourd'hui. Moi, je faisais ça, parce que au début, tu as une progression qui est très rapide sur l'exercice, et puis dès que la progression est ralentie, tu as envie de changer d'exercice. Et on se dit, au début, je progresse rapidement, c'est-à-dire que je prends rapidement du muscle, et après, la progression ralentit, ce qui fait que l'exercice, bah, du coup, je disais, ce qui fait que l'exercice, on se dit, je progresse plus aussi vite, je vais choisir un exercice. Et comme on choisit un nouvel exercice, où on est en train de progresser super rapidement en force sur ce nouvel exercice, on se dit, je suis en train de prendre du muscle. Dès que la progression va ralentir, on se tourne vers un autre exercice. Sauf qu'en fait, ce système, il est complètement erroné. Parce que ce qui fait que tu progresses vite au début, c'est pas le fait que tu fasses un nouvel exercice qui te fasse prendre énormément de muscles parce que tu choques le muscle. En réalité, c'est simplement que tu es en train de t'accommoder, t'habituer à un mouvement. Donc au début, tu as beaucoup de schémas qui vont se faire, schémas moteurs. Ce que j'appelle des schémas moteurs, c'est s'habituer à faire le mouvement. Comme par exemple, la première fois que tu as fait du vélo, tu as progressé très très vite au début. Ça veut pas dire que tu as pris des mollets. Ça veut dire que simplement, tu as appris à faire du vélo. Quand je dis apprendre, c'est pas que tu as découvert, c'est vraiment apprendre ton cerveau, l'habituer à faire ce mouvement. Ça peut être le réhabituer aussi. Au début, tu vas progresser très vite. Si tu fais du développé couché, les débutants progressent très vite. Ils vont peut-être commencer, allez, on va dire 5 reps à 35. La semaine d'après, ils seront déjà à 5 reps à 40. Ça, c'est impossible de prendre 5 kilos en une semaine. Quand t'es bien sûr plus confirmé. 5 reps à 40, la semaine d'après 5 reps à 45, après 5 reps à 47,5. Et tu te retrouves au bout de 2 mois de progression à avoir pris 15 kilos sur ta barre, tu vois, ce qui est colossal. Mais c'est pas parce que tu as pris des pecs et des triceps, même si bien sûr tu en as pris. La différence majeure, c'est que tu es en train d'apprendre le mouvement, c'est que tu es en train de créer des connexions. Et une fois que les connexions sont créées, c'est là où tu vas prendre le plus de muscles. Paradoxalement, c'est aussi là où la charge va le moins monter. Parce que quand tu vas apprendre le mouvement, tu vas faire ce qu'on appelle une standardisation du mouvement. Donc tu vas répéter un mouvement plusieurs fois. Donc c'est là où tu vas maximiser justement le travail de tes muscles, maximiser la progression. Mais paradoxalement, la charge va monter moins vite. Mais pour le coup, ça va monter. Non pas parce que tu es en train d'apprendre le mouvement, mais parce que tu es en train de progresser musculairement. Et tu vas casser en fait cette dynamique de progression. En fait, le plus dur, c'est au début. Le plus dur, si je peux dire, c'est là où tu vas progresser le moins musculairement, mais le plus nerveusement. Tu vois, c'est paradoxal encore une fois, parce que c'est là où tu vas prendre le plus en force, mais là où tu vas prendre le moins en muscle. Parce que justement, ton mouvement il est un peu hasardeux, t'as pas cette standardisation. Un coup, je prends le développé couché, tu vas descendre là, un coup, tu vas descendre là, un coup, tu vas avoir le coup d'ici, un coup, tu vas avoir le coup d'ici, ce qui fait qu'en fait, ton mouvement il est pas du tout adapté, mais tu vas progresser très vite parce qu'au fur et à mesure du temps, ton mouvement va de plus en plus être le même. Donc, tu crées une habitude dans le mouvement, donc tu le fais de mieux en mieux. Donc forcément, vu que tu le fais de mieux en mieux, tu as moins de marge de progression, donc tu progresses moins bien, mais tu as une standardisation plus importante, donc tu commences à vraiment avoir une progression qui, elle, est centralisée, et centrée plutôt, à fond sur la prise de muscle. Donc c'est paradoxal, mais plus vous gardez un exercice, surtout au début, au début la progression musculaire est faible. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas choisir d'exercice. Je ne sais pas si je me répète, mais je veux vraiment que ça soit clair. À chaque fois que vous changez d'exercice, vous cassez cette dynamique de progression et vous demandez à votre corps de réapprendre un mouvement. Alors certes, c'est kiffant au début parce qu'on progresse très vite, on progresse en force, mais en fait on progresse pas musculairement parlant. Donc je te laisse prendre la parole, c'est vrai que j'ai pas mal parlé là, du coup, pour le changement d'exercice. Non, je suis d'accord avec toi. C'était clair.
Et puis aussi, ce qui est intéressant d'avoir un programme, c'est pour ça qu'on fait chier avec ça, c'est parce que c'est important de voir sa progression. Si chaque semaine tu changes d'exercice, tu fais développer coucher aux haltères, puis développer coucher à la barre, puis tu fais des pompes, puis tu fais autre chose, en fait, tu n'auras jamais moyen de traquer ta progression. Parce que ce qui est important, c'est de traquer sa progression. Avant tout, déjà, Théo a parlé du fait que tu vas progresser, mais si tu ne traques pas ta progression, tu ne sais pas si tu progresses. C'est pour ça que c'est important d'avoir le même exercice que tu vas chercher à standardiser, à tout simplement pouvoir le comparer de semaine en semaine. Parce que si tu ne peux pas comparer tes données, tu ne peux pas comparer ta progression et voir ce qui marche ou ne marche pas sur toi. Ouais, c'est ça. Et comme l'a dit Théo, ce qui va faire que tu vas prendre du muscle, c'est l'intensité. Et c'est en maîtrisant un exercice, en fait. Donc, il faut que la fourchette minimale d'intensité, de manière générale, scientifiquement, de ce qui est actuellement, à mes connaissances à ce jour, ça doit faire quelques mois, je ne me suis plus trop penché, il faudrait que je m'y repenche. Mais en gros, c'est qu'actuellement, le minimum en termes d'intensité, peu importe la charge utilisée, il faut que tu sois à 70% d'intensité. Sauf que quand on débute, les débutants, le problème, le facteur limitant, ça va pas être l'intensité, à quel point c'est dur, c'est juste qu'ils n'arrivent plus à pousser la barre parce que tu vois qu'il y a leurs bras qui tremblent, qu'ils sont pas stables et qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur force. Et donc, ils peuvent pas prendre du muscle parce qu'il n'y a pas assez d'intensité. Et la seule intensité qui est présente, elle n'est pas musculaire. Elle est nerveuse, c'est le corps qu'on peut plus. Et forcément, si tu changes d'exercice à chaque fois, tu n'as même pas le temps d'apprendre un mouvement et tu ne pourras pas arriver dans la zone critique qui va stimuler l'adaptation de ton corps en termes de masse musculaire. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, on vous fait chier à vous dire les gars, il faut standardiser les choses, il faut être carré et il faut mettre de l'intensité. Parce que en fait, il faut voir ça, ton corps, c'est une machine d'adaptation. Et si tu fais, c'est vraiment simplifié ce que je veux dire, mais si tu fais pas comprendre à ton corps qu'il a besoin de se muscler, parce que sinon il va mourir, tu vas pas te muscler. Ouais, tu vas juste apprendre à faire plein d'exercices différents sans jamais développer du muscle. C'est clair. C'est pour ça. Ça, c'est l'échec postural. Ce qu'on appelle l'échec postural, comme disait Clément, c'est que tu as arrêté ta série non pas parce que ça a été trop intense et que du coup t'as pas la capacité d'assumer plus d'intensité, ou plus de volume d'entraînement, mais simplement parce que t'as poussé ta charge pas dans le bon axe, du coup tu te retrouves dans un axe où tu peux plus pousser, t'as l'impression que t'as plus de force, que tu t'es rapproché de ce qu'on appelle l'échec musculaire, mais en réalité non, t'es juste à l'échec postural, t'es pas dans une bonne position pour pousser, donc en fait tu poses ta barre et t'as pas progressé musculairement parlant, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est important. L'intensité, ouais, beaucoup on manque d'intensité, on le voit à Basifit, ils font des séries comme ça et ils posent leur barre. Les gars, faut vraiment avoir de l'intensité. C'est vrai qu'en théorie, vous l'avez peut-être vu, il faut avoir ce côté assez loin de l'échec, être à 2-3 échecs pour pas créer de fatigue. Donc la plupart pensent s'éloigner de l'échec, sauf que de base, quand ils pensaient être à l'échec, ils ne l'étaient déjà pas. Ça, c'est une erreur qu'on avait fait avec Clément, on en avait déjà parlé il y a un an ou un an et demi, où vraiment on était là à se dire, allez, je me mets 3 reps avant l'échec, sauf qu'on se rendait compte qu'on était très loin de l'échec, parce que quand on s'est entraîné à l'échec, en fait, on n'était toujours pas à l'échec. Et en pensant être à l'échec, en fait, on respectait la théorie qui disait que 2-3 reps avant l'échec, c'est top. Ce qui nous permettait en fait de nous entraîner très dur, dans ce qu'on aimait, sans forcément être à ce qu'on appelait le vrai échec. Donc voilà, ça aujourd'hui, on va rentrer dans les détails du programme d'entraînement, je pense que peut-être qu'on en fera d'autres vidéos, mais si vous voulez prendre du muscle, ça passe obligatoirement par un programme d'entraînement. Soyez carré sur vos entraînements, ça sert à rien de vous imposer 5 séances, si à un moment vous allez en faire 3, puis à un moment 6, à un moment 4, c'est vous imposer même un nombre qui est inférieur à ce que vous êtes capable de faire. Peut-être vous êtes prêt à en faire 5, n'en faites que 3 ou 4. Vous savez comme ça que même les semaines où vous êtes le moins motivé, vous avez ce principe encore une fois de standardisation où vous répétez la même chose, vous répétez, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue surtout. Il n'y a pas de place au hasard forcément. Si tu as des résultats hasardeux, enfin si tu as si tu as un plan d'action qui est hasardeux, si tu fais les choses au hasard, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats extraordinaires. Si tu veux des résultats qui sont professionnels entre guillemets, il faut aussi un plan qui est professionnel. Alors que si tu t'entraînes comme un amateur, tu as des résultats d'amateur. Comme le gars qui s'entraîne à la salle depuis 15 ans et on dirait qu'il fait du ping-pong, tu vois. Il est un peu grassouillé, il a un ventre à bière, tu vois. Donc voilà, en vrai, on a fait pas mal le tour. Ouais. Tu parles de qui là? Moi, j'ai pas d'idée en tête là. Je ne cite personne. Vous savez de qui je parle. Je vise personne, les vrais sous-connaîtront. Non, en vrai, oui, c'est ça dans l'idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, pour faire un gros récap sur tout ce qu'on a vu, perdre du gras et prendre du muscle, c'est possible, à condition bien sûr de respecter les 4 principes de la recomposition corporelle. D'ailleurs, je vous mettrai une grosse masterclass sur la recomposition corporelle que j'ai faite. Elle est méga bien montée, pardon, je vous mettrai le lien dans la description. La recomposition corporelle, c'est vraiment ces 4 piliers à respecter dont on vous a parlé. C'est l'apport en protéines, c'est
le programme d'entraînement, et c'est bien sûr le déficit calorique. Et si tous ces 3 points sont réunis, là on parle vraiment du squelette de base, vous avez vraiment la recomposition corporelle qui est optimisée. Et justement, je disais qu'il y avait un 4e point, c'est ce qui va permettre aussi, ça les 3 premiers points du coup c'est vraiment juste l'aspect biologique, ce côté purement théorique, et le 4e point c'est ce que j'appelle le lissage, donc je vous en parlerai du coup dans cette vidéo masterclass, c'est ce qui permet justement de manger ce que l'on aime, de manger ce que l'on veut, de continuer de sortir au restaurant sans pour autant saboter sa progression. Donc je vous en dis pas plus à ce niveau-là, j'ai préservé une vidéo exprès pour ça de 30 minutes méga bien montée. Je vous laisse vous inscrire à cette masterclass sur le bouton, enfin sur le bouton, sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube, et sinon ça sera sur Spotify ou sur Apple Podcast ou Google Podcast, ça sera un lien qu'il y aura dans la description du podcast. Donc moi j'ai fait un petit peu le tour, pour faire un récap c'est ça, hein. C'est prendre du muscle, perdre du gras c'est possible, vous respectez ces 4 piliers, bien sûr à côté il y a d'autres petits éléments, mais si déjà vous respectez ça, vous avez fait 80% du travail quoi. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Bah oui, j'en aurais rajouté. Après, ça serait, Oui, bien sûr. c'est que ça serait trop long et il vaut mieux voir ça plus tard dans des trucs spécifiques où on parlera vraiment un seul podcast, comment prendre du muscle dans ce cas-là, en fonction de ça, si ça, parce que là on essaie d'être très général. Forcément, ça peut sembler très flou, surtout qu'on utilise du vocabulaire un petit peu compliqué. Mais on peut pas tout dire d'un coup, sinon on ferait des podcasts de 6 heures d'affilée, quoi. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher les 5 étoiles, là. Les 5 étoiles, non, on sait pas où c'est, on est des boomers sur les podcasts. Il y a 5 étoiles à mettre quelque part sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast, histoire d'être référencé. Ça nous permet toujours de nous mettre en avant et de nous motiver tout simplement à continuer ce travail. Là, on voit que ça plaît énormément. On n'a pas énormément de vues sur ces podcasts. À chaque fois, pour l'instant, on a 20, 25 vues. Mais ce qui est déjà énorme. Il y a 25 personnes qui nous écoutent parler pendant 1 heure, donc on trouve ça vraiment cool. Surtout que là, c'est le premier podcast où on apporte vraiment de la très très bonne valeur. Dans les prochains podcasts, on ira toujours plus en profondeur. Là, on est vraiment resté encore assez superficiel, même si on a creusé un peu. Si ça vous intéresse, qu'on rentre vraiment dans le dur et dans des détails plus sophistiqués, si je peux dire, des trucs plus intéressants qui même nous font kiffer d'en parler, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit sur Instagram ou quoi. Ça sera theo.rifault, donc theo.ri2fault sur Instagram. Venez m'envoyer un message, on prend les sujets de podcast et on les abordera avec plaisir. Pensez aux 5 étoiles, c'est un petit peu tout. Clément n'avait rien à rajouter, donc voilà, on se retrouvera du coup vendredi prochain pour le prochain podcast avec Clément, et on se dit à très vite. Allez, ciao les gars, à la prochaine.